Bien, bonjour à tous et à toutes. Euh, alors, une petite vidéo sous forme d'un tutoriel pour expliquer donc comment pallier au problème de fissuration des cylindres des Yamaha R6 entre 98 et 2002. Alors pourquoi je fais cette vidéo? Pour plusieurs raisons. Bon, j'ai été confronté à ce problème, je suis en plein dedans là. C'est une moto que j'ai achetée donc pour faire de la piste en sachant bien voilà ce qu'elle avait, mais étant donné le prix, j'ai préféré prendre le risque et me dire que voilà, elle tiendra la saison et puis je vais finir le moteur jusqu'à ce que voilà, que je sois obligé de le remplacer. Euh, et en fait, en étant confronté à ce problème, eh ben, je me suis aperçu que sur internet, il y a des tutoriels, hein, on en cherche, on en trouve quelques-uns. Ils sont tous sous forme écrite, disons, sur des forums. Et donc il n'y en a pas sous forme de vidéo sur YouTube. Bon, enfin, moi en tout cas j'ai cherché, j'en ai pas trouvé. Donc je me dis que ça pourrait être sympa qu'il y en ait au moins une quelque part sous forme de vidéo. Et puis le problème aussi qui se pose sur les forums, qui expliquent cette manip là, sont assez clairs, hein, les mecs qui ont posté la manip, les tutoriels. Le problème c'est que ils datent maintenant. Il y en a beaucoup qui datent de 2004 à 2009, disons. Et les images qui ont été hébergées sur les hébergeurs internet, les liens sont morts depuis. Donc il n'y a plus de photos. Et les photos, bah, quand on est débutant en mécanique, qu'on n'y connaît pas grand chose et que bah, on veut faire les choses par soi-même, ça peut être par nécessité, hein. Moi j'ai pas envie de faire ça par un garage qui va me prendre 1500 balles alors que la moto m'aura coûté moins cher que ça. Et ben c'est que les photos et les images c'est très important. Donc voilà, ça permettra au moins de donner un petit coup de jeune voilà, au tutoriel existant sur cette manip. Bon, je vais commencer par une petite introduction du problème en lui-même, voilà comment je suis arrivé là, comment j'ai tombé le moteur, etc. Pour ceux qui veulent rentrer directement dans le vif du sujet et regarder directement la manip, et ben, avancez un peu dans la vidéo. Euh, et pour les autres, voilà, je pense que c'est intéressant de connaître les origines du problème pour un peu savoir ce qu'on fait exactement. Alors, une chose avant de commencer, je suis débutant en mécanique, moi, hein. Je fais pas ça par plaisir ou pour faire le malin, là, cette manip. Je la fais parce que j'y suis contraint. Bon, mais je suis débutant en mécanique, j'ai pas énormément de connaissances en mécanique. Ça implique deux choses à mes yeux. La première, c'est qu'il se peut que je dise des conneries, c'est même probable. Donc, je, voilà, je suis tout à fait pour, s'il y a des commentaires sur cette vidéo, que bah, les gens qui connaissent mieux que moi ou qui ont des précisions à apporter ou même carrément des corrections à faire puissent le faire, hein, dans les commentaires. Simplement, voilà, dans une ambiance, ma mère dirait une ambiance bon enfant. Donc c'est-à-dire que ce que j'entends par là, c'est qu'on n'exprime pas ici d'idées politiques, on ne s'exprime pas sur des sujets sensibles comme la religion ou ces choses-là. Ça sert à rien de déchaîner les passions sur un tuto mécanique. On peut faire des commentaires, il n'y a aucun souci. Simplement pas d'insultes, pas de commentaires rageux. Voilà. Ce serait cool de respecter ça. On n'est pas là pour s'embrouiller, on est là pour partager notre connaissance et sur la toile, disons, aider son prochain entre motards. Voilà, et ça implique aussi une deuxième chose, ça, c'est que, bon, si à la fin de cette vidéo, quand je mets le premier coup de démarreur, ça fait pas boum, et ben ça veut dire que il n'y a pas grand monde qui devrait avoir plus de mal que moi à faire ça. Moi je l'ai fait, avec le peu de connaissances que j'ai, le peu d'outils que j'ai, et disons l'organisation qui me sera propre. Normalement, c'est à peu près à la portée de tout le monde, si tenté d'avoir un minimum d'outils
et quand même un strict minimum de connaissances en mécanique, disons très 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 basique. Voilà. Voilà, donc je parlais donc d'une introduction, avant de rentrer dans le vif du sujet, sur les origines de ce problème-là. Donc c'est un problème qui concerne essentiellement les moteurs des Yamaha R6 qui ont été produites entre 98, 99 et 2002, donc c'est-à-dire les premières générations de moteurs avant qu'ils passent à carburation, avant qu'ils passent à injection, pardon. Euh, L'origine de ce problème-là, donc c'était le traitement des blocs cylindres, ce qu'on a là, par le Nicasil. Alors bon, moi je connaissais pas avant de me pencher sur la question. J'ai fait quelques recherches depuis. Bon, je ne me suis pas non plus hyper attardé sur la question. J'ai compris que c'était un traitement du métal en fait qui est à l'intérieur des chemises ici. J'ai pas plus que ça cherché à savoir à quoi il sert ce traitement. Je sais qu'il était appliqué au moteur. Bon, et j'ai cru comprendre que l'inconvénient, le problème voilà, que les ingénieurs Yamaha n'avaient pas anticipé à l'époque et qui s'est posé plus tard, c'est qu'on s'est aperçu que ça fragilisait les blocs cylindres. Et donc cette fragilisation combinée au fait que c'est des motos c'est des moteurs qui montent énormément dans les tours. Ça m'a surpris quand même hein, les premières fois où je l'ai emmené gueuler un peu sur piste là. 17 000 tours minute, ça continue à monter. Bon, je crois que le rupteur doit être aux alentours de 18 000. Là, si je regarde le compteur, la zone rouge, elle commence à 16 000, vous voyez. Bon, 16 000, la plupart des motos de cette catégorie de motos, à 16 000, ils sont déjà au rupteur, hein, même largement avant pour certaines. Bon, ça veut dire que voilà, le régime moteur est extrêmement élevé et que bah, voilà, la combinaison des deux, hein, fragilisation des blocs cylindres par le traitement Nicasil et régime moteur ultra élevé, ça faisait qu'au bout d'un moment, on a les cylindres qui commencent à fissurer à l'intérieur du moteur et donc des pertes de compression. On a des pertes de compression, on a des remontées d'huile dans le haut moteur, etc. Bon, bref, ça devient le merdier très rapidement. Voilà, donc moi pour info, j'ai acheté cette machine là en début d'année, en début de saison. Voilà, j'en avais marre de faire de la piste avec ma bécane de route. Je commençais à claquer des genoux sévèrement de la vautrer à force. Donc bon, je me suis dit, tu vas investir dans un truc pas cher. J'ai cherché pendant plusieurs mois sur internet voilà, des bonnes occasions. Et j'ai fini par en dénicher une. Voilà, c'était celle-là, 1400 balles. Enfin, le mec l'avait mis à 1500. Je l'ai négocié à 1400, juste histoire de dire que j'avais négocié plus qu'autre chose. Bon, j'ai pris celle-là parce que je sais très bien que ça se vend plus cher que ça. Hein. Bon. Mais disons que voilà, c'est des motos pour moins de 3000 balles, disons. Voilà, elles sont relativement répandues sur piste parce que bah, elles commencent à devenir pas chères hein, maintenant ces motos-là. Et donc voilà, bah, moi c'est ce qui s'est passé. Hein. J'ai cherché une bécane pour faire de la piste et puis bah, j'ai trouvé celle-ci. Et voilà, le gars m'a pas menti hein, sur la marchandise, mais bon, sans pour autant me dire que c'était un problème de bloc cylindre. Voilà, il m'a montré qu'elle avait des formes, enfin des signes de faiblesse moteur, qu'elle tenait pas le ralenti, tout ça quoi. Bon, voilà, à froid, j'arrive pas à le faire tenir, ralenti, à chaud ça va, mais à froid c'est compliqué. Bon, je m'attendais un petit peu à avoir des frais dessus, mais bon voilà, pour 1400 balles, je me suis dit elle va me faire toute la saison. Et puis voilà, quel que soit le problème moteur, bon bah je le finis. Et puis bah, quand il est mort, ça a toujours le temps de se poser la question, voilà, tout en ayant anticipé évidemment ce que ça serait et à peu près quand est-ce que ça arriverait. Bon, voilà. Et donc je me suis retrouvé effectivement avec ces pertes de compression. Je l'ai emmené chez Yamaha. Ils m'ont contrôlé la pression des cylindres. À savoir que tous les cylindres devraient normalement être à 15 bars de pression. Et moi j'ai 3 cylindres qui sont à 10 bars. Et j'ai le cylindre numéro 1 qui a 7 bars. Donc ça commence à être sérieux. Et donc ben voilà, j'ai fini la saison en sachant bien que voilà, je voulais qu'elle tienne jusqu'au Mans. Donc elle a tenu jusqu'au Mans, elle a fait tous les roulages de la saison jusqu'au Mans.
Et après Le Mans, et ben voilà, j'ai démonté le moteur. Euh, Effectivement, j'ai constaté que bah, c'était bien ça. C'est ce à quoi je m'attendais, ceci dit, hein, je suis pas tombé à la renverse. J'ai mis un moment à la trouver, la fissure, parce qu'honnêtement, elle est discrète. Je m'attendais à pire que ça, surtout vu les images que j'avais vues sur internet où on voyait carrément des écailles de bloc cylindre qui s'étaient barrées. Moi, c'était pas ça. Il y a une fissure toute nette, bien verticale, bien nette, bien propre, mais, voilà, mais une fissure, quoi. Et, euh, et elle est pas hyper visible. Bon, à froid, comme les matériaux se rétractent, elle est encore moins visible. J'imagine qu'à chaud, elle l'est plus. Mais voilà, j'avais aussi des remontées d'huile dans le haut moteur à des endroits où il fallait pas et tout. Enfin, bref. Euh, et donc bah voilà, je me suis retrouvé à démonter le moteur et puis bah, devoir maintenant chercher un moteur de FZ6 pour monter dessus. Donc le principe de la manipulation, c'est donc de récupérer un bloc moteur, enfin un moteur complet disons de FZ6, parce que personne ne vous vendra le bas moteur uniquement, un moteur complet de FZ6, et puis de récupérer le bas moteur et d'adapter, de remonter dessus la culasse et toute la distribution du R6. Alors donc, la manip en elle-même, première étape, c'est de démonter le moteur, de le tomber quoi. Bon alors je suis désolé, je vais simplement l'expliquer, je vais pas le montrer, pour deux raisons. C'est que bon, je l'ai fait pendant l'été avec mon père parce que voilà, je voulais qu'on soit deux. Euh, et la deuxième, c'est que bon, bah, c'est que du démontage, hein, c'est des cosses électriques à retirer, des durites à, à déboîter et puis des câbles à enlever. Bon. Simplement, voilà, quand on est un débutant en mécanique comme moi, je le répète, hein, moi personnellement j'étais bien emmerdé avec tout le bazar de fil qu'il y avait sous le réservoir là. Bon, et ben ce que j'ai fait simplement, c'est qu'il faut prendre son temps. J'ai pris même pas du scotch, j'ai pris du papier cache de peinture. Bon, ça permet de noter dessus. Et à chaque fois que j'ai débranché quelque chose, que ce soit un raccord électrique ou une durite ou un câble ou n'importe, et ben j'ai systématiquement répertorié ce que je débranchais sous forme de code et de numéros. C'est-à-dire voilà, raccord carbu 1, raccord carbu 1, voilà, donc avec ce qu'on débranche et là où ça va, ce qui fait que bah, maintenant quand je vais devoir remonter, et ben voilà, raccord carbu 1, je sais que bah, ça va là, raccord carbu 2 va avec raccord carbu 2. Voilà. C'est simplement, il faut prendre le temps de faire ça, parce que sinon on risque d'être emmerdé comme une poule qui a trouvé un couteau au moment de remonter le moteur sur le cadre et de rebrancher tout ce bazar. Bon, donc voilà, faut prendre le temps de faire ça. Ensuite, pour ce qui est des supports moteurs, bon, pour certains la clé à choc sera nécessaire. Moi j'en ai pas eu besoin. Avec une rallonge pour faire levier, ça a été. Mais voilà, c'est des. Je sais plus à quel couple ils sont serrés. Je regarderai pour en parler plus tard dans la vidéo exactement. Mais c'est des couples qui sont relativement importants. Donc voilà, potentiellement il y a besoin d'une clé à choc. C'est pas sûr. Bon, il faut être deux. C'est lourd. L'astuce, c'est simplement. Alors, moi, ce que j'ai fait, donc, avant de démonter les supports moteurs, petite astuce, je l'ai sanglé le moteur au cadre. Comme ça, bah, j'ai pu enlever tous les supports sans que le moteur tombe. Donc voilà, je l'ai sanglé. J'ai pris deux sangles à cliquer, là, comme pour n'importe. Hein, j'ai pris les mêmes que celles qui me servent à sangler la moto sur la remorque quand je pars faire un roulage. Et, et ensuite, j'ai démonté les supports moteurs. Donc une fois que j'ai retiré le dernier support moteur, le moteur n'est pas tombé de tout son poids, c'était ça l'intérêt. Bon, et ensuite, voilà, l'astuce c'est aussi de mettre deux cales en bois avec un pneu en dessous pour que bah, quand vous allez le descendre doucement, il puisse se caler quelque part sans vous éclater le carrelage du garage et puis tomber, voilà, casser des trucs quoi.
Donc voilà, et après, eh bien, effectivement, démonter le carter sur le côté pour avoir accès à la distribution, démonter le cache-culbuteur, les arbres à cam, tout ça. Ensuite, bon, effectivement, démonter la culasse et tout le bazar et constater le désastre sur les blocs cylindres. Voilà, alors l'étape maintenant, ça va être de commencer à démonter toute la partie du haut moteur du moteur de FZ6. Alors pour ceux qui veulent des renseignements sur la manière de démonter le moteur du R6 que je n'ai pas montré avant, donc puisque j'avais commencé la vidéo, tout ça c'était déjà démonté, j'avais déjà enlevé la culasse et la distribution. C'est le moment de suivre parce que c'est le même, c'est la même opération, hein, c'est le même principe. Ça va être cache-culbuteur, arbre à cam, chaîne de distribution, culasse. Voilà. Donc on y va. Donc on commence par démonter les 6 vis de fixation du cache-culbuteur qui sont là. Donc c'est pas serré à des couples trop importants normalement. Voilà. Bon. Pas besoin de forcer plus que ça. Voilà. Je vais mettre toute la visserie, moi, je conseille de faire pareil, je vais mettre toute la visserie qui se ressemble, disons à peu près, toute la visserie du haut moteur du FZ6. Bon, dans un pot de confiote fait très bien l'affaire, pot de Nutella, tout ce que vous voulez, n'importe quel récipient, mais voilà, c'est histoire de ne pas mélanger la visserie du R6 avec celle du FZ6. Hop, donc on continue, on enlève les 6. Voilà, une fois les 6 vis enlevées, après donc il faut faire sauter le cache-culbuteur. Donc c'est parti. Alors moi je me sers, voilà, on peut se servir d'un petit tournevis pour faire le guier histoire que ça se décolle avec le joint. Faire gaffe de pas trop abîmer le plan de joint. Ça, je prétends pas que ce soit la meilleure méthode que j'utilise là, mais bon voilà. Hop, voilà, on fait sauter le cache-culbuteur avec les joints. Hop, de toute manière ça on va pas s'en servir. Hop, bien décoller le joint. Ah, et ensuite on va retirer donc les arbres à cam. Hop, je pose ça là en attendant. Voilà, et ensuite donc on va retirer les arbres à cam, desserrer le tendeur de distribution ici, retirer la chaîne, retirer les arbres à cam et le tour sera joué. Après ça on démontera la culasse. Voilà, donc ensuite on va retirer le tendeur de distribution. Alors le tendeur de distribution, je vais tourner tout ça. Donc on y est, le tendeur est là. Ici, un écrou de 10. Voilà, donc il faut desserrer ça. Hop. Voilà. Hop. Je sais pas si ça sert vraiment à quelque chose de l'enlever celui-là, mais hop. On récupère le tout. Hop, il y avait une rondelle avec, je crois, non? Allez, voilà. Ok, et ensuite on dessert les deux BTR qui sont là. Donc lui il va détendre la chaîne de distribution, c'est ce qui va nous permettre après de démonter les arbres à cam et de pouvoir les sortir. Hop. Il faudra faire l'opération inverse après sur la phase de remontage. Voilà. Donc là il est sorti. Nickel. Voilà. Et donc la chaîne maintenant, et ben voilà, elle est détendue. Donc on pourra démonter les arbres à cam. Voilà, donc là on en est à enlever les supports d'arbres à cam pour pouvoir dégager les arbres à cam avec les couronnes. Donc c'est pas compliqué, on va enlever toutes les vis qui sont là, c'est-à-dire on en a 4, 5, 10 par arbre à cam. Donc ici
l'arbre à cam d'admission, celui qui connecte à la chambre à air, à la boîte à air et tout ça, et les arbres à cam, l'arbre à cam d'échappement qui est celui-ci. Donc voilà, on va enlever tous les supports qui sont là. Alors c'est serré à un couple un peu plus important que ce qu'on a desserré précédemment. Je sais pas à quel couple c'est serré exactement, mais voilà, faut forcer un petit peu plus. Bon, voilà, donc on dévisse les vis et puis on va retirer les arbres à cam après. Voilà, on est à mi-chemin, donc j'ai retiré toutes les vis de fixation des arbres à cam d'admission. Donc après voilà, simplement on retire les pièces de serrage. Il y en a qui est plus facilement que d'autres. Voilà. C'est un peu pour celle-là. Pas toujours facile à bouger. Il faut bien. Alors là, si ça vient pas, on peut mettre un ou deux petits coups de manier dedans. Voilà. Pour que ça vienne impeccable. Voilà. Et donc là, on peut retirer notre arbre à cam d'admission. Voilà. On essaye de faire glisser la chaîne. Voilà. Et voilà. Donc ça, c'est notre arbre à cam d'admission. Alors bon, comme je... Voilà. Même chose pour celui-ci. Hop. Hop. Voilà. Et donc, on peut maintenant retirer le deuxième et dernier arbre à cam. Et donc l'arbre à cam d'échappement. Voilà. Hop, pareil. Et donc ensuite, il va falloir qu'on dévisse les vis de support qui sont là, qui tiennent la culasse. Et là, c'est serré à des couples très importants. Donc, alors c'est ou moi qui vais y arriver tout seul comme un grand, ou je vais l'emmener chez Kawa, parce que je connais bien mon conseil, c'est qu'il va me foutre un coup de clé à choc là-dessus, et terminé, ça va lui prendre 1 seconde et demie par vis, et ça va être réglé. Donc voilà, prochaine étape. Alors ouais, faut un adaptateur, hein, parce qu'il faut un raccord long de 12 en petite clé, enfin avec petit embout. Sauf qu'avec avec la petite clé, hein, avec celle-ci, ce sera clairement pas possible. Donc voilà, il faut 2 adaptateurs pour pouvoir. Alors c'est chiant parce que ça donne du jeu, mais ça se fait. Voilà, donc il faut y aller un peu comme un bourrin, mais ils viennent. Ah, putain. Bon, et le dernier. Hop là, c'est bon, il est venu aussi. Voilà, donc maintenant, simplement, on sort les vis. Et bien, il y aura donc les 2 vis extérieure gauche, enfin extérieure droite du coup, on fera toujours un moteur dans l'autre sens, d'après ce que j'ai compris. Donc ici qui sont 2 BTR, qui devraient pas être trop chiantes à enlever j'imagine. Voilà, sur le moteur du R6 en tout cas elles étaient pas trop galères. Ouais, voilà, c'est pas... Le couple de serrage est vraiment light sur celle-là.
Hop. Enlever l'autre aussi. Voilà. Et de l'autre côté, il y a ces deux-là. Donc il faut desserrer aussi. Voilà, donc je suis dessus. Celui-là, il est desserré. Celui-ci maintenant, j'ai un peu galéré tout à l'heure. Voilà. C'est des couples de serrage qui sont assez balèzes de toute manière. De manière générale pour la culasse, bon, c'est voilà. Donc, eh ben, après ma foi, on dessert simplement. Hein. Voilà. Une fois que ce sera enlevé, on va faire sortir la culasse. Donc là on y est, il n'y a plus rien qui tient la culasse. Donc on va pouvoir la démonter maintenant. Il va peut-être falloir tirer un petit peu. Ah même pas, non, ça a l'air de venir. Voilà. Hop. Est-ce qu'il y a des trucs qui tiennent derrière? Ça n'a pas l'air, tout est débranché. Je devrais pouvoir retirer tout le bloc. Voilà, j'ai la chaîne qui doit coincer un peu. Voilà, avec les tendeurs. Et voilà, donc on va démonter les vis du carter qui sont là, une par une. Hop, on va enlever le carter et puis on va retirer la couronne. Enfin, on va retirer la chaîne de distribution de la couronne du vilebrequin. Voilà. Voilà, donc on retire maintenant le carter. Hop. Voilà. Yep. Ah oui, d'accord. Je le laisse là en attendant. Alors je démonte là, c'est simplement pour mettre la chaîne de distribution du R6. Alors c'est là qu'on va avoir besoin de la clé à choc. Hop. C'est pour retirer cet écrou là, puisque ben, évidemment quand on va vouloir l'enlever, ce qui va se passer c'est que avec un embout de 12, et c'est ça qui va nous aider à le desserrer. Voilà. Allez, donc là on peut retirer la chaîne de distribution. Voilà. Alors l'étape suivante, ça va être de poncer les surfaces de joint sur le bloc moteur et sur la culasse, on va le faire après. Parce qu'évidemment ici il faut qu'on ait une surface parfaitement lisse, parfaitement plane pour pouvoir accueillir le nouveau joint de culasse. Pour éviter toute fuite. Voilà. Moi j'en ai eu une la saison dernière, là c'est chiant. Quand ça suinte tout le temps et que tu es toujours obligé d'essuyer. Bon. Donc il nous faut pour ça de l'indice du papier à poncer, indice P400. C'est ce qui a été préconisé sur beaucoup de sites que j'ai pu trouver sur internet. Donc voilà, l'idée c'est de rendre toute cette surface là bien propre, bien nette et bien plane, pour qu'avec le nouveau joint de culasse, ça fasse une étanchéité parfaite. Donc on y va, voilà, je l'ai mise à tremper. C'est parti. Voilà, donc là on a fini le travail. Bon, on a une surface de joint qui est propre. Je me suis fait peur quand même avec le papier à poncer, là, faut que je sois honnête. C'est quand j'ai vu ça. J'ai vu que là, en utilisant ma petite palette, là, en frottant, mais ça avait quand même pas mal bouffé la pièce qui est là sur le côté. C'est quand même beaucoup plus abrasif que ce que je croyais hein, sur du métal. Donc vaut mieux être prudent quand même et y aller très doucement. Et je dirais même que, bon moi je vais pas le faire parce que voilà, mais
Je dirais même que ce serait pas con, une fois qu'on a fait ça, d'aller faire contrôler la planéité du plan. Voilà. Donc maintenant que c'est fait, on va faire la même chose sur le plan de la culasse. Prochaine étape. Voilà. Et donc une fois que c'est fait, on a un plan de culasse qui est pareil, propre et lisse. Bon, et ben maintenant il n'y a plus qu'à recevoir les joints. Bon, ils vont arriver la semaine prochaine, mais voilà, il n'y a plus qu'à recevoir les joints pour foutre le joint de culasse ici et commencer la manip. Alors, on va seulement rentrer dans le vif du sujet à ce moment-là, hein, parce que le gros de la phase délicate de la manœuvre là, ça va être simplement de régler la distribution. Et alors, avant de remonter la culasse, il faut que je parle d'un truc aussi, on m'a dit d'y faire très attention à ça. Ici, donc ces trous-là, c'est les trous de fixation, c'est les trous dans lesquels on va mettre les vis de fixation de la culasse. Donc c'est serré à un couple enfin, relativement important quand même pour des pièces métalliques comme ça. Je crois qu'on doit être à 51 kN. Bon. On m'a dit de faire très attention à une chose, c'est-à-dire qu'en manipulant tout ça, en démontant la culasse, on fout un peu de l'huile partout, ce qui est logique. Dont là-dedans, dans ces trous-là. Alors mon conseil m'a dit un truc qui m'a surpris, mais ça m'a été confirmé par moult sources depuis. Il est possible, en remontant, si on a laissé de l'huile là-dedans, dans ces trous-là, on ne soupçonne pas la force qu'on a, surtout à travers une clé dynamométrique. C'est possible d'éclater une culasse si on laisse de l'huile là-dedans en remontant les vis. Pourquoi? Parce que l'huile, bon, c'est ceux qui ont fait un petit peu de chimie, de physique-chimie, ils le savent. L'huile, ça a une propriété assez particulière, c'est que c'est incompressible. Ce qui fait qu'en fait, si votre vis là-dedans, vous la descendez, que vous forcez et qu'elle n'a pas la place avec l'huile d'aller jusqu'au bout, elle va forcer sur l'huile et ça peut péter, ça peut fendre une culasse. Alors bon, moi j'y croyais pas, mais je vous dis, ça m'a été confirmé par plusieurs sources. Donc voilà, je vais y faire très attention. Et ce que je vais faire, je vais déjà absorber ce que je peux en y foutant des tigeons d'essuie-tout dedans. Et après ça, je vais carrément passer un coup de soufflette dedans. Voilà, avec le compresseur tout simplement, hein, mais je vais y passer un coup de soufflette. Histoire d'enlever toute l'huile qui peut... Voilà, donc après on attrape notre joint de culasse neuf. Voilà, donc c'est un joint métallique triple. Hein. Bon. Et donc on vient le placer sur le plan qu'on a préparé avant, qui normalement est bien lisse, bien comme il faut maintenant. Hop. Voilà, on essaie de faire en sorte qu'il ne bouge pas trop. Voilà, et on va placer maintenant la culasse dessus. Hop. Voilà. Bon, ça va faire un moteur qui sera pas beau, hein, parce que j'ai le bas moteur qui est noir et puis le haut moteur du coup qui sera argent quoi, gris. Bon, mais je dirais à la limite pour faire de la piste, je m'en fous un peu, hein, du côté esthétique. Voilà. Et donc maintenant, on va récupérer les vis de serrage de la culasse et on va les serrer dans un ordre bien précis, à un couple bien précis aussi. Voilà. Donc dans le manuel d'atelier, alors ils disent d'enduire le filetage des boulons de culasse d'un peu d'huile moteur. Donc c'est ce qu'on va faire. Voilà, je vais garder ici. Donc on a 8 vis à l'intérieur de la culasse et on en a 2 de ce côté-là et 2 petites du côté de la chambre de chaîne de distribution. Donc voilà,
on récupère nos vis. Et puis bah, à chaque fois, voilà, avec le doigt, on enduit un petit peu le filetage. Voilà, pas trop. Juste l'enduire un petit peu avec le doigt. Hop. On place les vis dans leur trou. On procède comme ça pour les 8 vis. Et ensuite, on va serrer d'une manière bien précise pour répartir la pression sur la culasse et obtenir la meilleure étanchéité possible. Voilà. Une fois qu'on a placé toutes nos vis, on les descend dans les trous, mais on ne va pas les serrer encore. Pour l'instant, juste on les descend. Alors après, ce qu'on fait, donc, c'est que donc là, je les ai descendues toutes dans les trous sans les serrer. Surtout pas, on va serrer que maintenant. Et je les ai numérotées de 1 à 10, donc de façon logique. 1, 2, 3, 4, 5, la vis extérieure. 6, 7, 8, 9, 10, la vis extérieure. Ensuite, on va procéder à un ordre de... On va procéder au serrage par un ordre bien précis. Il faut serrer en croix. Alors sur les forums, ils disent l'ordre suivant. Donc le 1, le 8, le 5, la vis extérieure, donc le 6, le 3, le 10, vis extérieure, ensuite le 4, ensuite le 7, ensuite le 2, et ensuite la dernière, le 9. Donc effectivement, en fait, on fait en croix systématiquement, et on déplace les croix vers la gauche ou vers la droite, et on les réduit ou on les augmente, mais toujours en croix, effectivement. Donc c'est ce qu'on va faire. Voilà, donc on règle la clé dynamo. Moi j'ai besoin de 2 adaptateurs, ça me fait chier, mais bon, c'est comme ça. On règle la clé dynamo sur 51 Nm. Et donc, on va commencer en serrant, donc par le numéro, qu'est-ce que j'ai dit? Hop, bougez pas. Le numéro 1, le numéro 8. Donc, on va pas serrer jusqu'au couple tout de suite. Voilà, une chose aussi, j'ai remis une sangle ici pour la serrer sur la palette, histoire qu'elle tourne pas. Je pense qu'elle va tourner quand même, mais bon, voilà. Donc, on va procéder même en plusieurs fois. Voilà, la 8. Ensuite, ce sera la 5 et la 6. Hop. Voilà, on ne serre pas jusqu'au bout. On fera un tour après pour en remettre un coup. Donc, la vis extérieure, la 5. Hop. Ensuite, la 6. 'ça repart à fond. Ensuite, ça va être genre la 4 à mon avis, un truc dans le genre. La 6, non, la 3, la 10, la 4. La 3, effectivement, ici. Voilà, toujours pas à fond. La 10, vis extérieure. Voilà. Ensuite, on a dit la 4, je crois. 4, 7, 2, 9. 7. La 2. Et la 9. Voilà, donc on a déjà fait un tour, on a fait un premier serrage. Et on va donc recommencer la même chose. On va essayer d'aller jusqu'au couple voulu. Voilà.
Ensuite c'est la 8 si je me souviens bien, ouais. Hop. Voilà, la 8. 51, on y est. La 5 et la 6, donc la vis extérieure. Voilà, donc on les refait toutes comme ça une fois, en serrant jusqu'au couple, jusqu'à 51, jusqu'à ce que la clé normalement elles y sont toutes. On va faire un tour sur chaque, mais normalement elles y sont toutes. Voilà. On va serrer les deux petites vis sur le côté de la chambre de distribution. Bon alors elle c'est 10 Nm, hein, mais bon comme c'est des embouts pour clé Allen et que j'ai pas de quoi adapter ça sur la clé dynamo, et ben on va faire ça au feeling, on va dire que c'est bon. Voilà, donc on a remonté notre culasse. Et maintenant on va passer à la partie la plus compliquée entre guillemets, hein, le truc où il ne faut pas se foirer maintenant, c'est-à-dire le remontage et le calage de la distribution. Voilà. Alors, première étape de tout ça, on attrape la chaîne de distribution. Alors bon, moi j'avais la chance d'en avoir une neuve parce qu'il y a toutes les pièces que le gars m'a filées. Il y en avait une qui était neuve encore dans son emballage, dans son plastique là. Donc, première étape, on passe la chaîne par le haut et on la place sur la couronne du vilebrequin. Voilà. Bon, pour éviter de la tenir et puis qu'elle retombe là, on chope n'importe quoi. Hop. Voilà. On fout ça ici. Voilà, ça va nous éviter qu'elle tombe. Hop, donc on la place là, sur les dents de la couronne. Et ensuite on va placer, ensuite on va placer le doigt d'allumage, donc le doigt d'allumage du R6. Faites gaffe à ne pas vous voir entre celui du R6 et celui du Z6 du coup. Voilà, on le place dessus. Alors il y a une encoche qui est ici, voilà, avec un détrompeur. On ne peut pas se gourer de toute façon dans le sens dans lequel on va le mettre. Hop. On serre à la main pour l'instant, ça sert à rien de. Voilà, on serrera que à la fin au couple de serrage. Hop, voilà. L'idée c'est juste que ça tienne là. Ensuite, on récupère son patin de distribution côté admission et on va le remettre en place. Donc on enlève, voilà, il était avec une tige comme ça, on enlève la tige, on passe par le haut, voilà, on met les trous en face et on remet la tige métallique. Voilà, c'est bon, il est en place dans la culasse. On peut remettre la chaîne à cet endroit là, on s'en fout un peu de toute façon. Hop. Alors ce qu'on a fait ici, on a placé le T, le repère T du doigt d'allumage sur le plan de Carter qui est là, ici. Et donc on a mis le cylindre 1 en point mort haut. Donc c'est la première étape de calage de la distribution, puisqu'après on va ici caler les arbres à cam dans une position correspondante, pareil avec le plan de joint de culasse qui est ici. Bon, ensuite on attrape son arbre à cam d'échappement. Donc alors moi je les ai repérés avant, donc j'ai pas eu besoin de regarder au niveau des rainures là. C'est pas les mêmes, hein. Ils paraissent identiques, mais l'arbre à cam d'échappement est différent de celui d'admission. Il y a une histoire de rainure, je vais mettre la photo qui vient du manuel d'atelier. Donc voilà, ça c'est celui d'admission, donc voilà, je l'ai déjà mis. On attrape la chaîne comme ceci, voilà, on attrape son arbre à cam,
On tire légèrement la chaîne, pas comme un bourrin, parce qu'on a déjà on a déjà calé le repère du vilebrequin sur le plan de joint, sur le plan de carter, pardon. Donc on tire doucement pour pas le faire bouger, et on positionne son arbre à cames sur la chaîne. Et alors l'idée, ça va être de placer le petit repère E ici sur le plan, hop, voilà, sur le plan de culasse. Voilà, donc on le pose comme ça, sans bouger. Il va être un tout petit peu décalé vers le haut parce que il peut pas reposer dessus avant qu'on ait mis les maintiens au-dessus, parce que bah voilà, les patins reposent sur les têtes de soupape. Donc on le laisse légèrement décaler vers le haut. Ça va, hop, voilà. Là. Et normalement ça devrait le mettre bien. Pareil avec l'arbre à cames d'admission. Donc alors pour info, le repère, voilà, entre l'arbre à cames d'admission et d'échappement, le repère visuel, c'est tout simplement ça. La rainure qui n'est pas présente ici sur cette bague, qui l'est sur l'arbre à cames d'échappement. Voilà. Donc on la repère à ça. Ici, arbre à cames d'admission, pas de rainure dessus. Arbre à cames d'échappement, il y a une rainure. Donc bon, voilà, bref, on fait pareil. Et là, ce qu'on va chercher à avoir, c'est l'indice, le repère I qui est ici, aligné sur le plan de joint ici, côté extérieur, comme ceci. Voilà. Donc on attrape sa chaîne, on fait gaffe à pas tout faire bouger qu'on avait fait tout à l'heure. On place tout ça, hop, à l'intérieur. Hop, on fait tourner comme on peut pour placer au mieux. Voilà, pareil, il va être un petit peu plus haut, hop, que le plan de joint, parce que on n'a pas encore la dalle de maintien qui est au-dessus. Et ça va être la prochaine étape, justement. On va la mettre, on va serrer tout ça. Et normalement, on devrait avoir le I ici à l'extérieur et le E ici à l'extérieur, là, qui devront être parfaitement alignés sur le plan de joint. Le repère T ici, il est aligné sur le plan de carter, on n'a pas bougé. Voilà. Donc là, on est bon. Voilà, ensuite on reprend donc le palier. Moi j'en profite pour virer les anciens joints et remettre les nouveaux qui étaient dans la pochette de joint neuf que j'ai commandé. Alors pour info, ça m'a coûté 120 balles. Enfin, 120 balles normalement c'est le prix du joint de carter, du joint de culasse pardon, neuf. Donc voilà, là j'ai une pochette entière pour 120 balles. Donc j'ai tous les joints de tous les carters, de tous les joints moteurs. Voilà. Pochette de joints moteurs complète. Voilà, donc on est là. Et alors, carbu de ce côté-là. Voilà, il doit être comme ça, hein, je pense. Ouais, c'est obligé. Voilà, et donc on va serrer ça. Voilà, donc on place ça ici, et là, on va remettre toutes les vis en serrant en croix à partir de l'extérieur. En commençant toujours par l'extérieur et en serrant ensuite l'intérieur. Bon, je vais déjà serrer les 4 vis extérieures qui se trouvent à chaque extrémité. Voilà, donc on a mis le palier des arbres à cames, les vis donc serrées en croix à 10 mm. Voilà, alors donc on a bien aligné tout ça sur le plan de joint en haut, le I à l'extérieur et le E à l'extérieur. Voilà, là ici le pignon de vilebrequin, le repère T est toujours aligné sur le plan de carter. Et voilà, du coup on a remis le palier au-dessus.
Et normalement, on peut poursuivre la manip. Voilà, donc là tout est calé. J'ai replacé ici le tendeur de le patin pardon de guidage côté échappement. Donc c'est le deuxième patin qui nous reste, hein, du coup on peut plus se gourer. Je vais pas le retirer pour remontrer parce que si je le retire là ça va faire ripper la chaîne et il risque de sauter un maillon, ça me ferait chier. Donc voilà, simplement on le glisse bêtement côté rainure, on le glisse bêtement dans son trou là et on fait bien gaffe qu'il est bien buté ici dans le guidage taillé dans la masse. Voilà. Hop. Donc une fois que c'est fait, on va passer maintenant au tendeur de chaîne. Alors, moi je récupère celui que j'avais sur le R6. Voilà, j'en prends pas un neuf. Bon, je vais remettre un joint neuf par contre, mais voilà, je prends pas un tendeur neuf parce que j'ai pas le temps. Enfin, bon, voilà. C'est un parti pris. Normalement, dans l'idéal, il vaut mieux en prendre un neuf. Bon, moi comme je suis un peu pressé parce que je vais refaire quelques roulages avant la fin de la saison, voilà, je garde celui du R6. Alors grosso modo, hop, je vais retirer les deux vis qui sont là, les deux vis de fixation juste pour montrer. Voilà, ici on peut retirer la vis du cache, hop, et ici ce qu'on fait c'est que on met un tournevis plat petit calibre dedans et on vérifie que en enroulant, on peut pousser avec le doigt, le retenir, on enroule, voilà, il se clipse ici, clac, voilà, il reste replié, et si je remets un tout petit coup, paf, voilà, donc il fonctionne bien, il est bien huilé, bien tout ce qu'il faut, voilà, hop, je relâche, il se rebarre. Donc on va partir du principe qu'on peut le réutiliser. Alors l'idée, ça va être de le rembobiner, hop, il y a un petit clic au bout qui va permettre, ah, il est sensible le clic, il y a un petit clic au bout une fois qu'on a fini de le rembobiner qui va permettre de le laisser, voilà, comme ça. On va remettre un nouveau joint et on va le remettre de son côté et une fois qu'il sera mis, clac, on va redéplier pour qu'il tende la chaîne. Voilà, donc c'est ici que ça se passe. Hop, un joint neuf, hop là, les deux vis de fixation, hop, et on va le mettre comme ça en mode retroussé. Hop, voilà. J'ai un peu caché la vue avec mes mains, et là je peux pas, compte tenu de la place que j'ai du mal à faire autrement. Là. Ensuite on serre bien. Hop. Je ne connais pas du tout le couple nécessaire. Là encore, ça se fait un peu encore au feeling. Hein, je suis désolé. Il y a certainement un couple qui est spécifié dans la revue technique. Et je ne l'ai pas. Hop là. Hop. Et donc, mon petit tournevis. Hop. On va le déplier maintenant. Voilà. Tac. Voilà, ça y est. Il a remis la chaîne en butée maintenant. Tout est bien tendu. Hop là. Voilà. Et on remet le petit. Voilà, la rondelle à la des détrompeurs. Voilà.
Hop, arronder les joints. Hop. Et on resserre. Ici ça va pas être du 12, ça va être du 10 je pense. Hop. On resserre avec une douille de 10. Voilà. Ok. Ensuite, on récupère son cache-culbuteur. On vire les tiges d'allumage des bougies. Parce qu'elles vont nous faire chier dans l'immédiat. On la mettra qu'après. Voilà. Ici, on peut remplacer les joints qui sont là. Voilà. On prend un joint de cache-culbuteur neuf qu'on va disposer donc hop, dans le bon sens sur le cache-culbuteur. Hop, ouais, maintenant on va resserrer le cache-culbuteur. Donc voilà, on revise donc le cache-culbuteur. En faisant bien attention à ce que le joint soit bien mis partout. Voilà. Voilà, ensuite on peut remettre les tubes de bougie. Hop, donc ça c'est le 1. Hop, 3. Hop. Voilà, donc on arrive bientôt au bout. On est sur la phase de remontage du moteur dans le cadre. Donc voilà, à la fin vous avez pour ceux qui ont de la chance, un joli moteur bicolore avec une culasse grise et un bas moteur noir. Bon, j'ai pas filmé le remontage du moteur dans le cadre parce que ça a été très très long et que je savais en plus pas combien de temps ça allait me prendre. Donc voilà, je vais l'expliquer en images. Donc dans le principe, déjà, il vaut mieux être deux. Parce que c'est... Enfin, au moins deux. Parce que c'est vraiment très lourd. Personnellement, moi, je l'ai fait tout seul. J'ai mis 1h30 à réussir à passer le premier axe dedans. Bon, une fois qu'on a passé le premier axe, après, ça va mieux. Mais voilà, donc moi, je l'ai suspendu en l'air sur la barre de traction du garage, le moteur, avec les sangles. Et puis, j'ai passé la moto en dessous, et ensuite j'ai descendu le moteur et j'étais remonté, enfin voilà, je l'ai ajusté avec les cliquets de la sangle pour réussir à tomber à peu près là où je voulais. Et puis je crois que j'ai fait à peu près tous les jurons du dictionnaire et d'autres que j'ai inventés pour réussir à passer un axe au bout de péniblement 1h30 je dirais. Donc voilà, une fois qu'on a passé le premier axe, tout s'enchaîne assez facilement, mais voilà, bon, déjà faut arriver à celui-là quoi. Donc le premier axe en question qui vaut mieux passer en premier, c'est celui-là, donc c'est l'axe le plus bas du bas moteur. Donc vous utiliserez le même axe en fait que le R6, puisque les trous sont exactement identiques. Donc voilà, on prend la même chose pour celui-là. Et ensuite vous aurez deux autres axes à fixer sur le bas moteur, un de chaque côté, pour lesquels il faudra une adaptation.
Alors je m'explique. Les axes du bas moteur du R6 et du FZ6 sont différents à cet endroit-là. Et il vous faudra, pour adapter la fixation, en gros, les manchons de cadre du R6 avec le diamètre intérieur de ceux du FZ6 et les vis de fixation du FZ6. Alors pour faire simple, j'ai fait un plan moi que j'ai emmené directement chez un tourneur fraiseur pour pas avoir à m'emmerder avec ça. Bon, donc je le file. Voilà. Voilà, donc vous pouvez le prendre directement et puis aller voir carrément un gars qui vous fera les pièces. Donc il nous faut les vis de fixation par contre du FZ6, donc ça faut aller chez votre concesse et puis les commander. Et donc voilà, une fois que vous avez toutes ces pièces là, vous mettez un des manchons de chaque côté et puis vous fixez à 55 Nm, donc les dernières fixations qui sont sur le bas moteur. Ensuite, on aura une toute dernière fixation du côté gauche de la moto qui est sur la culasse. Donc ça, le manchon et la vis de fixation sont les mêmes que pour le R6, puisqu'on est sur la culasse du R6. Donc voilà, vous prenez les fixations que vous aviez déjà sur la R6 et vous les remettez dessus. Alors point important, vous aurez remarqué qu'effectivement parmi tous ces axes-là, on en a un qu'on n'a pas mis et qu'on ne mettra pas, puisque l'axe de fixation haut du bas moteur, donc celui qui est ici, eh bien, il ne peut pas être mis. Vous aurez un écart de plus d'1 centimètre, vous verrez, entre l'axe du bas moteur et les trous sur le cadre. Donc voilà, la manip prévoit ça. Bon, c'est chiant, mais c'est comme ça. Voilà, la manip prévoit qu'on puisse pas mettre cette fixation là. Donc voilà, le moteur il sera fixé grosso modo du coup en 4 points au lieu de 5. Bon, mais c'est comme ça. On peut pas faire autrement. La manip est prévue comme ça. Et ensuite, évidemment, après tout ça, on rentre dans une phase qui est vraiment chiante et qui prend beaucoup de temps. C'est de tout rebrancher sur le moteur, tout ce qui a été débranché en phase de démontage. Donc voilà, c'est pour ça que je conseillais au tout début de la vidéo de tout marquer en fait avec des petits post-it, des petits morceaux de scotch, des détrompeurs, des notes, n'importe. Mais voilà, après il faut rebrancher tous les câbles mécaniques, toutes les cosses électriques, toutes les durites, tout ça au radiateur, à la boîte à air, à la rampe à carbu. Bon, voilà, il faut tout remettre et puis espérer qu'on ne s'est pas gouré. Normalement, pour tout ce qui est électrique, on ne peut pas se gourer en théorie puisqu'il y a des détrompeurs partout. On ne peut pas intervertir deux cosses. Mais voilà, ça prend du temps. Il faut faire les choses dans l'ordre. Donc moi, j'ai fait tout ce qui était durite avant. J'ai bien vérifié les serrages. Et puis ensuite j'ai rebranché tous les câbles. Alors oui, une chose, vous aurez besoin d'un câble de FZ6, un câble d'embrayage de FZ6. Celui du R6 ne conviendra pas puisque si vous regardez la tirette du débrayage, elle est en bas sur le R6 et en haut sur le FZ6 et les attaches ne sont pas les mêmes, ce qui fait que si vous regardez le câble d'embrayage du R6, vous ferez tous les réglages à fond et vous n'arriverez quand même pas à débrayer comme il faut. Donc voilà, il faudra un câble de FZ6 2004 et après normalement il n'y a plus de problème avec ça. Voilà, et puis ensuite moi j'ai fait en dernier tout ce qui était cosse électrique et puis tout remettre sur la batterie, remettre le contact et ensuite on passe à la dernière phase. Voilà, bon, donc on est quelques mois plus tard. Bon, donc le moteur a été remonté, il a été testé sur piste parce que voilà, il fallait qu'il gueule une journée complète pour voilà, vérifier qu'il n'y avait vraiment pas de problème, pas de fuite, pas de
contre l'accélération, quelques problèmes que ce soit. Donc voilà, il a passé le baptême du feu, on va dire. Donc voilà, effectivement, quand on a réussi la manip, une fois qu'on a mis un câble d'embrayage de FZ6, parce que celui du R6 n'ira pas, et ben voilà, donc quand on met le contact et qu'on met le coup de gaz, voilà. Donc si vous êtes arrivé jusque là, c'est que la manip s'est bien passée et que vous pouvez retourner rouler tranquillement. Voilà.